Hop. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'investissement dans l'immobilier ancien, avec la particularité de 2024. On remarque qu'il y a des nouveautés, on va dire, sur cette année. Je vais discuter déjà dans un premier temps du contexte de l'immobilier et de l'immobilier locatif plus particulièrement. Donc, on parlera des actualités et je terminerai en expliquant comment je propose à mes investisseurs d'aller sur l'investissement immobilier ancien. À la fin, je vous laisserai un petit peu de temps en séance de questions-réponses et je couperai l'enregistrement avant pour que chacun se sente libre sur les questions. Donc, on va commencer par quelques rappels. Alors, quand on souhaite acheter un bien immobilier, il y a plusieurs étapes qu'on va passer progressivement. La première, elle est très connue, c'est l'emplacement. Très important dans l'immobilier, c'est vrai dans la résidence principale, c'est d'autant plus vrai dans l'immobilier locatif. On va déjà regarder s'il y a du potentiel locatif. Ça paraît bête à dire, mais c'est important de chercher un endroit où ça va bien se louer, puisque c'est un des critères essentiels au choix, on va dire au premier choix qu'on a à faire. Et également le potentiel de revalorisation. Tant qu'à faire, on va plutôt aller chercher un emplacement qui va se valoriser dans le temps, plutôt qu'un emplacement qui va se dévaloriser dans le temps. Alors, ce n'est pas forcément le plus important, on va le voir à la fin, mais en tout cas, ça peut faire partie de nos critères. Une fois qu'on a défini l'emplacement, oui, ça peut être aussi, il peut y avoir un côté affectif, bien sûr, dans l'emplacement. C'est l'avantage de l'investissement immobilier, c'est que c'est du concret. Donc, il peut y avoir un petit peu d'affectif, même si ça ne doit pas prendre le pas sur des notions plus financières, on va dire. Donc, une fois qu'on a choisi l'emplacement, on va s'intéresser au loyer, donc au rendement brut de l'opération. Donc là, on se place vraiment dans l'esprit de l'investissement immobilier locatif. Donc, évidemment, on va chercher des loyers qui sont supérieurs à la moyenne, tant qu'à faire. Après, attention, si tout le monde trouvait des biens qui ont des loyers supérieurs à la moyenne, ça ferait augmenter la moyenne, c'est mathématique. Donc, on ne peut pas tous trouver des biens avec des loyers supérieurs à la moyenne. Mais voilà, au moins, dans l'idéal, quand on cherche, on va chercher, sans aller forcément jusqu'à la pépite, au moins quelque chose qui nous semble potentiellement meilleur que le marché. On peut aussi s'intéresser à l'augmentation des loyers. Est-ce que potentiellement c'est un marché sur lequel les loyers vont pouvoir s'augmenter? Est-ce qu'il y a des plafonnements? Est-ce qu'il y a des plafonnements en cours? Il y a plusieurs notions voilà, par rapport à l'augmentation des loyers qui peuvent venir compléter notre analyse de ce rendement brut. Donc le rendement brut, c'est ce qui va rentrer. De l'autre côté, il faut regarder ce qui va sortir, évidemment. En l'occurrence, les charges. Donc les charges d'entretien, notamment, forcément, ce ne sont pas les mêmes si on achète un bien qui est neuf et si on achète un bien qui est très ancien. On ne va pas avoir les mêmes charges d'entretien, on ne va pas avoir les mêmes coûts de fonctionnement du bien. Peut-être au niveau de la copro aussi, on n'aura pas les mêmes charges. Copro qui a son importance, évidemment, entre un immeuble très joli, mais avec beaucoup d'espaces verts, avec beaucoup d'ascenseurs ou en tout cas je sais pas, une gardienne, etc., qui vont rajouter des coûts et une copro plus simple. Il va y avoir des différences qui vont être intéressantes de noter avant de prévoir cet investissement. Et puis, bien sûr, il y a la partie taxe. Alors, il y a tout ce qui est fiscalité, mais on le verra par la suite. La taxe la plus importante sur un bien immobilier, c'est la taxe foncière. Donc, en fonction des villes, ça va différer. Donc, pareil, c'est un élément à prendre en compte pour avoir une vision globale de l'investissement. Et donc, on arrive enfin à la rentabilité finale, sachant qu'un élément qui est très important, ça va être la vacance locative. Donc, plus ça va être loué régulièrement, enfin, moins il va y avoir d'espace entre une rotation entre deux locataires, plus ça va être rentable, évidemment. Et il y a quelque chose qui est important qu'il ne faut pas oublier, qu'on avait un peu perdu de vue avec les taux qui étaient très bas, où il pouvait, donc taux très bas, grosse augmentation des marchés, on pouvait imaginer l'immobilier comme un produit d'achat-revente. Maintenant que les taux sont normaux, je n'ai pas dit que les taux étaient hauts, maintenant que les taux sont redevenus normaux, on revient sur des fondamentaux, à savoir que l'immobilier est particulièrement apprécié pour les rentes, en fait, pour avoir un bien immobilier qui va nous apporter des revenus complémentaires tout au long, au moment où on en aura besoin,
À un moment, on aura peut-être moins de revenus par ailleurs, typiquement à la retraite. Donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un point fondamental de voir l'immobilier comme un produit de rente avant d'être un produit d'achat-revente. Parlons un petit peu fiscalité. Donc, on a deux manières de louer un bien immobilier. La première manière, c'est de le louer en nu, de faire de la location nue. La deuxième manière, c'est de le faire en location meublée. Ça va avoir une différence fondamentale au niveau de la fiscalité. Quand on est en location nue, on parle d'impôt foncier. Donc, sur le régime micro-foncier, par exemple, l'abattement est de 30%. Si, à contrario, on choisit le régime réel, on ne va plus. Donc, quand on a un abattement de 30%, c'est-à-dire qu'on est fiscalisé sur les 70% restantes. Quand on est au régime réel, on va déduire l'ensemble des charges pour leur valeur réelle. Et on va pouvoir y intégrer les charges d'emprunt, donc les intérêts d'emprunt, en espérant que la somme des charges soit supérieure à 30%. Donc ça, c'est le premier choix. Si on est dans le cadre de la location meublée, on ne parle plus de revenus fonciers, on parle de bénéfices industriels et commerciaux. C'est une activité commerciale avec plusieurs différences fondamentales. La première, c'est sur le régime micro. Contrairement au régime micro-foncier qui a un abattement de 30%, le régime micro-BIC a un abattement de 50%. Et dans le cadre du régime réel, on a de nouveau une différence, puisque en plus des charges de la location nue, on va pouvoir appliquer le principe de l'amortissement. Donc là, ça peut être un peu plus complexe. Je vous conseille toujours de passer par un comptable quand vous utilisez le régime réel en bénéfice industriel et commercial pour utiliser ce principe de l'amortissement. Il y a des amortissements différents. Mais cet amortissement, qui est finalement une charge un peu fictive, hein, notamment quand on parle de l'amortissement de l'immobilier, va venir vraiment effacer la partie revenu et donc alléger toute la partie fiscalité pendant de nombreuses années. Donc, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Et évidemment, dans la mesure où c'est possible, la location meublée va être plus rentable au niveau de la fiscalité. Je rajoute un petit point, j'insiste dessus, dans la mesure où c'est possible, puisqu'il y a des contextes de location où l'immobilier meublé ne fait pas forcément, n'est pas forcément évident, on va dire. Si je prends une grande maison, par exemple, bah, c'est plus compliqué de la louer meublée que de la louer nue. Sur un appartement, notamment un petit appartement, ça peut avoir beaucoup plus de sens et ça peut se faire beaucoup plus facilement. Donc, il faut aussi analyser le marché et que le marché soit parfait pour de la location meublée avant de se lancer dans du meublé plutôt que de la location nue. Attention, dans le meublé, il y a plein de choses différentes. Il y a déjà une première distinction entre le meublé d'habitation, c'est-à-dire que le locataire va en faire sa résidence principale, et le meublé de tourisme, c'est-à-dire que vous allez utiliser de manière ponctuelle ce bien pour des vacances ou autre. Donc là, c'est plutôt par rapport au locataire. Il y a une deuxième distinction qui se trouve au niveau des revenus du propriétaire, qui va faire qu'on va être en meublé professionnel ou en meublé non professionnel. Donc tout ça fait différentes typologies. J'en profite pour tout de suite enchaîner avec un point d'actualité. On voit qu'il y a de plus en plus de règles, on l'a vu avec la loi finance de 2024, qui cherchent à contraindre alors souvent on entend parler du meublé ou du meublé non professionnel, c'est plus particulièrement le meublé de tourisme non professionnel, typiquement Airbnb, hein, pour lutter contre deux choses. Un, le surtourisme dans certaines régions, et deux, bah, la pénurie de logement. Il y a quand même un peu une crise du logement. Donc, c'est notamment pour ça que le meublé de tourisme non professionnel est visé et pointé du doigt dans certaines lois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va aussi s'accentuer dans le temps. Venons-en aux actualités. Alors, l'actualité du moment dans l'immobilier locatif, c'est la loi climat et résilience. Cette loi-là, elle prend en compte un élément très important, enfin, qui devient très important, c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Ça a déjà commencé, hein, puisque depuis le 24 août 2022, les loyers des logements dont le diagnostic DPE est classé F ou G ont été gelés. Il n'est plus possible d'augmenter les loyers des logements dits passoires énergétiques. Et progressivement, ça va prendre de l'ampleur. Depuis le 1er janvier 2023, il y a même une interdiction de mise en location des logements qui sont classés G+, donc vraiment avec une mauvaise consommation énergétique. À partir de 2025, du 1er janvier 2025, c'est logements classés G
qui ne pourront plus être mises en location. 2028 F, 2034 E. Alors, au passage, ça demande d'importants travaux, avec notamment une grosse nécessité de main-d'œuvre. Ça ne va pas forcément évident de tenir ce calendrier. Ma conviction personnelle, c'est que ce calendrier ne sera pas tenu, il risque d'être décalé dans le temps. Ceci dit, on a quand même l'ordre d'idée, que ce soit 2034 ou 2036, ça ne change pas les choses, on va dire. Le principe, ça restera le même, ça va être de faire en sorte que les biens les moins bien classés énergétiquement sortent du marché locatif, ou en tout cas de pousser les propriétaires à engager des travaux pour améliorer cette note. Un autre petit point, depuis avril 2023, c'est la mise en place de l'audit énergétique pour la vente des biens classés F ou G. Je n'ai pas fait l'exhaustivité de cette loi climat et résilience. Il y a aussi des changements par rapport à la vente des résidences principales, des parties notamment de vie qui vont être ajoutées lors de la vente d'un bien immobilier sur une note qui n'est pas suffisante. Donc, il va y avoir plein de choses liées à ce DPE. Alors du coup, par rapport à tout ça, quels sont les points d'attention qu'on doit avoir quand on investit dans l'immobilier? Il y a plusieurs pièges à éviter, ou en tout cas, première chose à prendre en considération avant de se lancer dans ce type de projet. Déjà, il faut avoir conscience que la recherche peut être longue, fastidieuse et incertaine. Évidemment, on a un panel de biens immobiliers disponibles. Comme je disais tout à l'heure, on va chercher celui qui est un peu meilleur que les autres, tant qu'à faire. On va rajouter un petit peu d'émotionnel. Aujourd'hui, on a un marché qui est quand même saturé de passoires énergétiques, parce qu'avec cette loi climat et résilience, il y a beaucoup de propriétaires qui ont choisi de mettre en vente leurs biens plutôt que d'engager des travaux. Donc, il y a plein de choses, c'est génial, ça offre aussi des belles perspectives, ça offre des opportunités, hein. Mais derrière, ça demande un peu plus d'efforts pour faire le tri, pour aller chercher le bien qui nous convient. Et ça, forcément, ça demande du temps. C'est presque c'est pas presque, c'est un métier en soi d'ailleurs de trouver le bon bien immobilier. Donc ça, c'est le premier point, la recherche. Le deuxième point, c'est le DPE. J'en ai parlé, il prend une importance toute particulière, avec en plus une notion un petit peu de loterie au diagnostic. C'est-à-dire que quand vous achetez un bien qui est F, des fois, on a du mal à savoir concrètement ce qu'il y a. Alors, si on regarde dans le détail, oui, on va voir et pourquoi il est classé F, mais il peut y avoir des fois des petites subtilités, des variables. Elles n'ont pas à changer beaucoup pour avoir une lettre F plutôt que G ou F plutôt que E. Donc, des fois, il faudrait analyser peut-être un peu plus le DPE en profondeur pour aller chercher la vraie signification du diagnostic et derrière, surtout, pouvoir imaginer les travaux à faire pour améliorer ce diagnostic. Et cette loterie, finalement, quand on a le diagnostic de départ, on l'a après les travaux. C'est-à-dire, si on fait des travaux pour améliorer ce diagnostic, on n'est pas sûr de ce qu'on va atteindre. On ne sait pas si le diagnostic va être entre guillemets en notre faveur ou pas, on n'en a pas certitude. C'est très difficile, j'ai même impossible de garantir un niveau atteint. Ça demande des compétences particulières. Donc là, ça va être vraiment un travail à faire sur le DPE, puisque ce DPE va être particulièrement important sur tout ce qui est investissement locatif. Et puis le dernier point, un dernier piège à éviter, alors souvent on tombe un peu dedans, on en glisse une cheville, ce sont les travaux. Donc évidemment, les travaux, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premier point, c'est le budget. Pas facile de tenir un budget travaux, notamment parce qu'on peut trouver des mauvaises surprises. Alors, il y a des petites mauvaises surprises, il y a des mauvaises surprises qui font très mal. Et du coup, il faut s'adapter. Les délais peuvent s'allonger un petit peu. Les budgets peuvent s'envoler un peu. Et souvent, quand on a planifié son projet immobilier, on a des travaux qui s'éternisent un peu plus que prévu, donc le temps pendant lequel on ne peut pas louer, typiquement, donc récupérer des loyers. Si on a, pareil, des budgets qui sont plus élevés que prévu, on est finalement, dès le départ, on n'est pas content de l'investissement qu'on est en train de mettre en place. Les travaux, c'est toujours un poste qui est un peu particulier. Autre point sur les travaux, c'est qu'en tant que propriétaire, et ça peut se comprendre, on va avoir tendance à tirer un peu le budget de travaux vers le bas pour rendre l'opération la plus intéressante possible. Sauf que ça peut être un pari à court terme, mais bien souvent, les travaux qu'on tire vers le bas à long terme, on va le payer, à court terme, pardon, on va le payer à long terme. Et
comme je disais, un bien immobilier, c'est quelque chose qui doit se garder dans le temps, non, pour aller chercher cette solution de rente. Et donc forcément, ce qu'on a gagné finalement à l'entrée, on va avoir tendance à le perdre sur les années qui suivent. Et du coup, on va grignoter la rentabilité de notre investissement. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc des fois, faut arriver à mettre justement le curseur au bon niveau entre économiser un peu sur les travaux et ne pas se tirer une balle dans le pied. Point également sur les travaux, c'est pas toujours évident à intégrer au financement. Donc ça peut être un sujet de complexité supplémentaire. Et enfin, évidemment, qui dit travaux dit temps à passer pour suivre les travaux, voire pour les réaliser soi-même, si on veut en faire une partie soi-même. C'est toujours en tout cas une partie qui prend du temps et qui nous prend du temps et qui prend du temps au niveau en termes de délai. Voilà, ce sont les trois grandes catégories des choses dont il faut bien avoir conscience avant de se lancer dans un projet immobilier et qu'il faut prendre en compte par la suite. Dernier point, la partie financement. Donc évidemment, c'est un vrai sujet aujourd'hui, hein. Comme je le disais, les taux sont redevenus normaux. Moi, mes parents, le premier emprunt qu'ils ont fait, il était à 13%. Donc là, on peut parler de taux haut. Moi, perso, j'ai fait un emprunt à 1 et quelques pourcents. Là, on peut parler de taux bas. Ben là, on est redevenu dans quelque chose qui est plus normal, ni haut ni bas, on va dire correct, et qui permet de bien rémunérer tous les acteurs. Mais évidemment, cette hausse des taux, on l'a subi de plein fouet, elle a quand même été brutale. Donc, ça a engendré cette complexité au niveau de l'immobilier. Il faut savoir que dans certains pays, ils ont accusé, alors, quand les taux montent, hein, forcément, on a moins de pouvoir d'achat, donc les gens peuvent acheter moins cher. Donc, quand les taux hauts, je fais un peu des raccourcis, mais les taux montent, les prix baissent. Donc, j'ai fait le mauvais geste, vous avez compris. Les prix baissent. Donc, du coup, ça, les marchés le gèrent de différentes manières. Certains pays européens, ils ont accusé la baisse, moins 20% d'un coup, hop, c'est reparti sur les ventes. Sur le marché français, c'est un peu différent et le marché s'est plus grippé, c'est-à-dire que les acheteurs voulaient payer moins cher, les vendeurs ne voulaient pas vendre moins cher, donc il n'y a pas eu de transaction finale, il n'y a pas eu de matching entre acheteurs et vendeurs. Donc ça s'est un peu grippé. Donc ça, c'est engrangé par cette hausse brutale finalement. Aujourd'hui, cette hausse, elle se termine, on est plutôt sur un plateau et on attend une baisse sur le second semestre. Et même d'après les derniers chiffres que j'ai vus, la baisse est déjà entamée. Donc du coup, ça va, surtout en France, dégripper. Alors là, c'est un peu plus ma conviction perso, mais ça va dégripper le marché de l'immobilier puisque les gens vont retrouver du pouvoir d'achat. Bon, ça va les décoincer un petit peu. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas pu acheter, hein, que ce soit pour des changements de résidence principale ou pour des investissements. Donc forcément, ça va partir un peu d'un coup. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et il y a un point supplémentaire sur le financement, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'octroi de crédit sur les années précédentes. Donc, simplement les crédits qui sont accordés aux particuliers, les banques prêtaient moins parce que justement, ils étaient plus réticents par rapport au dossier et aussi par rapport au contexte de taux d'usure. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce taux d'usure, mais c'est un taux maximum que les banques ne doivent pas dépasser, tout inclus, hein, c'est lié au taux global, donc les frais, le taux nominal plus l'assurance décès invalidité ne doit pas dépasser un certain taux. Sauf que ce taux d'usure est calculé sur des taux passés. Donc, dans un contexte de taux qui augmente très vite, finalement, on n'arrive pas à rattraper suffisamment ce taux d'usure qui va nous empêcher un petit peu de pouvoir prêter à des taux intéressants pour les banques. Ce taux-là, il y a eu un changement, hein. Je crois que c'était à 6 mois auparavant et maintenant c'est tous les 3 mois qui a été remis à jour pour ne pas avoir ce problème, moins ce problème. Mais maintenant qu'on a atteint le plateau, justement, les taux d'usure se sont stabilisés à un certain niveau, qui fait qu'aujourd'hui, on peut de nouveau octroyer des crédits et donc les financements vont pouvoir se débloquer un petit peu. Donc tout ça devrait permettre que ce nouveau cycle immobilier puisse se lancer correctement, voire même il a dû déjà se lancer. Alors, une fois que vous avez tous ces éléments, vous avez deux choix. Soit vous décidez de vous lancer par vous-même, soit vous décidez d'être accompagné. Donc, évidemment, de par mon métier, je vous ai expliqué la partie accompagnée. Je vous ai donné déjà quelques éléments si vous vouliez vous lancer vous-même. Donc, il faut savoir que dans mon métier, je commence toujours par faire un rendez-vous avec les investisseurs de prise de connaissance.
puis un bilan patrimonial dans lequel je donne des préconisations. Si dans ces préconisations, il y a une solution en immobilier, je vais vous accompagner également dans la mise en place. La mise en place, elle peut être particulièrement complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un jeu d'acteurs différents, différentes parties prenantes qui sont tous des professionnels. Et en tant que particulier, on n'est pas forcément à l'aise avec ces parties prenantes-là. Et encore là, c'était plutôt un slide que j'avais pour du neuf. Pour de l'ancien, on imagine, il y a aussi la partie travaux, la partie gestion locative, la partie recherche du bien. Donc, tout ça, finalement, ça ajoute de la complexité. Et moi, je suis là pour vous aider à faire cet investissement et faire en sorte que cet investissement soit réalisé clé en main. C'est-à-dire que vous investissiez de l'argent, mais pas du temps. Vous pouvez décider d'investir du temps par vous-même, hein, et du coup, vous ferez plutôt les choses tout seul. Mais souvent, les personnes qui viennent me voir veulent plutôt investir de l'argent, ils n'ont pas du temps. Et donc, je vais pouvoir les accompagner avec un service clé en main. En l'occurrence, pour la partie immobilier ancien, je vais m'appuyer sur mon partenaire qui s'appelle Finvestimo et qui, justement, cherche un bien immobilier sur le marché ancien, va s'occuper de la rénovation, donc toute la partie travaux, et on le voit sur l'image, hein, c'est plutôt des gros travaux. Ils font ça, pour le coup, ils n'hésitent pas dessus. Et derrière, ils vont s'occuper de la partie travaux, de la partie DPE et également de la partie locative. C'est vraiment un accompagnement de A à Z pour pouvoir mettre en place cette typologie d'investissement. Et pour le coup, j'ai invité Gaëtan, ici présent, de chez Finvestimo, pour nous présenter un peu plus précisément, en tout cas mieux que ce que je pourrais le faire, comment il travaille chez Finvestimo. Donc Gaëtan, je te laisse la main et par contre, je garde la main sur les slides si ça te convient. Ouais, c'est exactement ce que j'allais proposer. Ça me va très bien. Bonsoir à tous. Merci pour la présentation, Sébastien. Je suis Gaëtan Modic, donc je suis tout simplement le responsable des partenaires en fait sur Paris-Île-de-France sur l'offre et qu'on va voir aujourd'hui, donc Finvestimo. Mais Finvestimo a été créé fort en fait du développement de l'offre institutionnelle qui s'appelait colocataire. Ce soir, on va parler de l'offre Finvestimo. Si tu peux juste mettre le slide suivant. Hop, Finvestimo, c'est une marque qui a été lancée là, depuis à peu près un an. C'est une offre qui va démarrer à partir de 15 mètres carrés, donc tout ce qu'on va appeler studio. On va également faire du T2 ou bien du T3, donc 2 chambres avec une salle d'eau partagée. Passer ce delta 60 mètres carrés, on rebasculera plutôt sur une offre de colocation. L'offre Finvestimo a été créée dans la volonté d'avoir un produit sur mesure en fonction des besoins des clients, et ce produit à partir de 100 000 euros clé en main. Le produit est justement adapté à la loi climat et résilience. On va y revenir justement avec les slides suivants, s'il te plaît. Au niveau du déploiement de l'offre, cette offre-là est présente aujourd'hui sur 30 villes. Donc, on va parler forcément sur les grosses métropoles, mais on va être également présent sur des villes secondaires. Vous avez le petit listing qui est présent en milieu de page. Donc, forcément, toutes les villes principales, qu'on parle de Paris, Bordeaux, Strasbourg, ainsi de suite, mais également des villes secondaires comme Tours, on va retrouver Aix-en-Provence, Amiens ou bien Saint-Étienne. Encore une fois, donc l'offre va globalement démarrer à partir de 100 000 euros. Ça va être sur un budget en général moyen à partir de 200 000 euros. Les plus gros budgets aujourd'hui vus sont de l'ordre de 250 000, 300 000 euros selon la commande. Au niveau des avantages qu'on va retrouver, forcément pour vous les investisseurs, le premier va être au niveau du financement. Donc Sébastien vous a bien expliqué le principe. Aujourd'hui, cette offre-là, étant donné qu'on est sur des plus petits budgets, ça va être assez simple au niveau du financement. Le financement est très important. Ça, Sébastien vous accompagnera demain sur forcément avoir le meilleur taux, mais également avoir les meilleures conditions si on parle d'un différé partiel ou bien d'un différé total. C'est également un produit, encore une fois, qui revient par rapport à la loi climat et résilience. Donc, ça va être vraiment une offre adaptée. Donc, on va avoir un engagement de sortie de DPE. Le produit va être également adapté au niveau de la fiscalité. On va travailler sur la stratégie. Alors, attention, en termes d'investisseurs, c'est vous qui avez le choix selon les différents objectifs qu'on pourra avoir, si on peut parler peut-être de déficit foncier,
mais souvent, on va travailler sur l'option du le loueur meublé non professionnel. Ce qui veut dire que demain, on aura une fiscalité nulle et ce pendant un long terme. Le produit, on fait que du cœur de ville, donc c'est vraiment un emplacement de choix. Ça reprend justement l'élément suivant, donc la création, la valorisation du patrimoine. Sébastien également l'a très bien dit, mais c'est un très bon produit quand on veut chercher un revenu complémentaire à terme. Souvent, quand on parle dans des objectifs de retraite, du clé en main et sur mesure. Aujourd'hui, en fonction des différents éléments qui pourraient être apportés au travers de l'échange que vous pourriez avoir avec Sébastien, je peux avoir soit le produit qui peut correspondre à votre demande, sinon on peut créer et adapter votre projet à vos objectifs. L'accompagnement, on va y venir sur les prochains slides, mais on sera présent sur tout l'accompagnement du début à la fin. La souplesse, étant donné qu'aujourd'hui, c'est un produit qui ne nécessite pas un engagement dans le temps. Alors attention, ça reste un investissement locatif. Le but d'un investissement locatif, c'est de regarder sur le long terme. Mais si demain, il peut se passer X ou Y chose, on ait la possibilité de pouvoir revendre à tout moment. Et après, une interface propriétaire. Aujourd'hui, on a tout digitalisé, que ce soit sur la partie suivi des travaux et également la partie demain gestion locative. Les avantages pour forcément le côté locataire, parce qu'il y en a quand même qui sont assez intéressants. Donc, ce suivi de consommation énergétique maîtrisé, étant donné qu'on va faire des travaux assez conséquents pour remonter les systèmes de notes. On va également mettre des équipements adaptés au niveau que ce soit du ballon d'eau chaude ou les radiateurs. Le but étant de maîtriser ce coût facturation, le confort du logement, la partie équipement, les meubles, le design moderne, comment on va venir travailler cet item, pardon. Aujourd'hui, on travaille au niveau de la décoration avec des décorateurs ou décoratrices d'intérieur. Le but pour un investisseur, comme le disait très bien Sébastien, c'est qu'ils prennent quand même un minimum d'effectifs. On vous consulte au niveau de différentes planches de décoration. Donc, soit vous laissez carte blanche, soit vous positionnez. Et après, la décoratrice mettra en place l'ambiance. L'interface locataire derrière, comme l'interface propriétaire, donc tout ce qui va être suivi dans le temps, la gestion, les quittances, les réévaluations de loyer, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on met ça en place chez Finvestimo? La première étape, c'est tout simplement Sébastien qui va l'avoir avec vous. Donc, c'est le moment où on va définir l'enveloppe, la zone géographique, la fiscalité qui va être le plus adaptée à votre demande. La deuxième partie, donc c'est plutôt moi qui vais reprendre le relais avec Sébastien. C'est-à-dire que soit on a un produit qui répond déjà à vos attentes, ou bien on va faire un sourcing sur mesure. Un sourcing sur mesure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le chasseur de projet qui va tout simplement utiliser son carnet de contact pour trouver le bien adapté, monter le projet, l'aspect contractuel et pouvoir vous le proposer dans un second temps. On accompagne également forcément sur la partie acquisition, la partie des signatures des devis, tout ce qu'on appelle de la promesse de maîtrise d'ouvrage délégué, tout le pack juridique. Une fois ces deux premières étapes passées, donc forcément, on va arriver à la grosse partie des travaux. Ici, il va y avoir un cahier des charges très précis selon l'appartement, comment on l'a récupéré, selon le DPE qui était à l'instant T, et la projection à voir. C'est ce qui va définir l'enveloppe de travaux. Une fois cette partie faite, l'ameublement et la décoration, on livre le projet et la dernière étape va être la partie de la gestion locative. Chez Finvestimo, on a voulu avoir une gestion très transparente, c'est-à-dire que vous avez un interlocuteur unique. Aujourd'hui, une gestionnaire chez nous va gérer entre 50 et 80 chambres. Un studio rentre dans une chambre ou un T2 pour parler avec le jargon conseiller. Elle va s'occuper de toute la mise en place locataire, tout le suivi, les prélèvements sur caution si nécessaire, mais également de toute la partie maintenance. Comment ça se met en place? Quel délai? Aujourd'hui, on s'engage juridiquement auprès de nos investisseurs. Ça aussi, c'est un point qui va être important. Sébastien l'a soulevé, les travaux peuvent très bien se passer, mais parfois, il peut y avoir des petits sujets. Le but, c'est de les maîtriser, c'est d'avoir des garanties derrière. Aujourd'hui, nous, dans cette volonté-là, on s'engage auprès de justement de nos différents investisseurs. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 mois pour l'ouverture du chantier, entre 4 à 6 mois selon la superficie du logement, et 1 mois pour la partie mobilier décoration. En gros, pour simplifier, on a un délai moyen à peu près de 6-7 mois. Passer ce délai, tout simplement, on va avoir des pénalités de retard. Au passage, d'ailleurs, on cale le financement justement pour avoir un différé sur cette partie travaux.
au niveau du plan d'investissement, il y a moins de conséquences sur cette partie-là. Je rebondis aussi sur ce que tu dis. Parce qu'il faut prendre un peu les éventualités. Si même, imaginons demain, on sait forcément s'il peut y avoir un problème, un potentiel retard, on prévient à l'avance justement pour faire le nécessaire auprès de la banque. Il peut y avoir aussi des possibilités si vous êtes déjà propriétaire, à savoir si vous êtes en possession d'un bien, vous souhaitez peut-être le vendre, il peut y avoir un intérêt, ça peut peut-être nous intéresser. On aura besoin de certains éléments comme une zone pour vérifier la tension locative, encore une fois, vu qu'on travaille que sur du cœur de ville. Mais vous pouvez également avoir un appartement ou bien une maison aujourd'hui qui est montée peut-être en nu, où il y a peut-être une possibilité de travailler différemment. N'hésitez pas à vous rapprocher encore une fois de Sébastien, qui me fera le retour pour voir si on peut retravailler l'appartement ou la maison dont vous êtes déjà en possession et vous ne savez pas trop comment faire dessus. Pardon. Nickel. Pas de souci. Bien entendu, cette possibilité est disponible sur toutes les villes, donc les 30 villes où aujourd'hui on est présent. C'est bon, Sébastien, je te remercie. Au niveau de la gestion locative, tout simplement, demain, l'appartement qu'on pourrait travailler sur un investissement serait référencé sur le site Finlock Immo. C'est notre site internet, notre matrice pour tout ce qui va être la partie gestion locative. Ça nous permet de prendre énormément de demandes, justement, de potentiels locataires. On va étudier tous les dossiers. Si tu peux justement passer sur la slide, la transition. Comment ça se passe? Au niveau de nos objectifs, on va travailler sur, comme vous pouvez voir, 5 éléments. La transparence, donc encore une fois, un espace dédié pour tout ce qui va être rapport financier, le suivi des quittances, les réévaluations. La fluidité, je vous l'ai déjà dit, ça va être un interlocuteur unique. L'agilité, offre sur mesure pour toutes les typologies de biens. On parle du T1, T2 ou voire plus. La maîtrise des tarifs. Aujourd'hui, on va être sur une méthode unique de calcul, 7,5% TTC, hors assurance, et après 15 € par mètre carré pour la souscription. La pérennité, donc tout ce qui va être suivi dans le temps, gestion du service après-vente, si demain il peut y avoir un sujet comme un dégât des eaux, un problème d'écoulement, la gestionnaire va venir faire le nécessaire sous 24 à 48 heures. On aura également toutes les personnes au niveau du technique, de la maintenance, qui vont être des salariés en interne sur l'entretien sur le long terme. Sébastien, merci. Ici, on va retrouver du coup tous les partenaires historiques qui vont nous accompagner justement sur cette partie gestion locative. Comment ça va se moduler? Soit par exemple, il va y avoir un système de garant, donc 3 fois le loyer. Sinon, on va travailler avec des institutionnels comme Visal ou Garant-Me. Visal étant l'État français. Pour faire simple, demain, il y a ne serait-ce qu'un euro manquant. C'est tout simplement Visal qui prendra le relais et ce, sans franchise. Garant-Me est le même système, mais pour tout ce qui va être étudiants, jeunes actifs, étrangers. C'est une plateforme aujourd'hui où on est tellement avancé, c'est-à-dire que c'est très développé. Justement, c'est assez institutionnalisé. Les étudiants, en général, se réfèrent directement à la plateforme. La plateforme valide les dossiers et nous transfère directement ces dossiers. On a juste après à refaire le dispatch, voir si ça leur plaît au niveau des différents logements qu'on peut avoir en stock. On refait un petit point sur la loi climat et résilience. Tac, tac, tac. Si tu peux aller tout de suite sur le prochain. Pardon. Aujourd'hui, chez Finvestimo, on s'engage vraiment, c'est-à-dire qu'une fois qu'un investisseur se positionne sur un projet, au moment de la période où on va envoyer tout le pack, tout ce qui va être devis pour le financement, on va en fournir également une attestation de sortie de DPE avant même d'avoir fait les travaux. On s'engage sur une sortie de DPE en minimum B, d'accord, pour justement éviter tout ce qui se passe par rapport à la loi climat résilience, à savoir que tout ce qui est E, F, G va sortir d'ici 2034. Comment on met ça en place? Forcément, grâce à l'expérience. Aujourd'hui, on parle de la Finvestimo, mais la première offre a été en colocataire. Colocataire, aujourd'hui, on a fait plus de 1100 projets
sur forcément 30 villes ouvertes, ça représente 4600 chambres. Il y a forcément une certaine expertise qui s'est mise en place. On connaît les différentes typologies de bâtiments. On sait maîtriser tous ces éléments-là. On a un cahier des charges qui est très complet et qui va être poussé en fonction, encore une fois, du DPE récupéré. On forme en permanence nos chargés de projet, c'est-à-dire qu'ils ont des formations continues. Pour vous dire, on fait même une double expertise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dépend des DPE qui ont été récupérés, mais souvent, pour rejoindre Sébastien, quand on les projette, parce qu'on a créé les outils, on se rend compte souvent que le DPE récupéré n'est pas forcément la bonne lettre. Alors attention, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, par contre, on sait comment projeter. C'est ce qui va encore une fois définir notre cahier des charges. Ensuite, le dernier point. Non, vas-y, c'est bon. Hop. On va parler du coup, la petite conclusion, les atouts de cette offre-là, donc forcément générer des revenus complémentaires non fiscalisés, avec travaux en fonction de l'état du bien, comment il est récupéré. On synthétise à partir de 100 000 €, enveloppe travaux maîtrisés et garantis. Le devis qu'on vous fournira est ferme et définitif sur tous les points qui vont être cités. Vous aurez l'expertise de colocataire, donc un acteur reconnu. Aujourd'hui, comme je vous ai donné le nombre de chambres. Et encore une fois, c'est un projet clé en main où on est présent sur les différentes étapes. Est-ce que vous avez peut-être des questions, peut-être pour moi ou Sébastien? Juste un point au préalable. Pour le coup, quelque chose que j'ai fait quand j'ai connu Colocataire il y a quelques années. Donc, Colocataire là, fait une offre Finvestimo qui est plus sur Colocataire à la base, c'est sur plusieurs pièces, on va dire. Là, c'est plutôt sur un studio, ou en tout cas les plus petites surfaces. Je suis allé voir une des réalisations colocataires et en fait, j'ai juste été bluffé par la partie travaux parce que je savais qu'ils faisaient des gros travaux. J'avais entendu parler d'architectes d'intérieur, etc. Mais forcément, je m'étais dit que c'était très marketing. Et j'ai vu le premier bien et en fait, ça m'a bluffé. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille tous ceux qui seraient intéressés par une offre de ce type. Prenez contact avec moi et venez voir une des réalisations. On trouvera quelque chose avec Gaëtan que vous pouvez visiter pour voir un peu la qualité des travaux. C'est pas, pour le coup, c'est pas des travaux revus à la baisse. C'est vraiment bien réalisé, bien exécuté, grâce notamment à leur expérience. C'est surtout Parce que, qu'on fait très. Pardon, je me oui, permets. C'est non, mais surtout, le cahier des charges est très poussé parce que demain, on prend en considération vraiment le côté aspect locatif. Aujourd'hui, on a un taux de remplissage annuel effectif à 90%. On vise les 95% cette année. C'est quand même un pourcentage qui est très élevé comparé aux moyennes qu'on peut retrouver chez nos concurrents. C'est par le savoir-faire qu'on met, et surtout le côté ameublement, tout le cahier des charges qui est mis en place. On préfère en mettre trop que pas assez. Ça amène du confort et de la longévité. merci pour la présentation. Gaëtan, on va passer aux questions. Donc, juste avant, je vais arrêter l'enregistrement.